Jean Messia, ça l'aurait honoré de participer, ça l'honorerait d'ailleurs s'il y a un miracle de participer à cette marche? Pourquoi la marche contre l'antisémitisme à la fin des années 80, début des années 90, au moment de Carpentras, avait été consensuelle et personne, en fait, dans les grands partis politiques et même dans les couches très majoritaires de la population française, c'était presque spontané d'aller à une manifestation contre une cause aussi noble que la lutte contre l'antisémitisme, étant entendu que la lutte contre l'antisémitisme était passée dans l'ADN français après la découverte des abominations de la Shoah. Donc c'est devenu quelque chose d'absolument consensuel aujourd'hui de lutter contre l'antisémitisme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2023 pour qu'on ait non seulement autant de désaccords, autant de chamailleries presque déshonorantes de la classe politique autour de cette question qui devrait pourtant être l'une des dernières questions dans notre société où tout le monde serait à peu près d'accord. Le pays est partagé, Jean Messia. C'est bien ça le problème. La question à cela, et je vais être brutal, c'est qu'en 89-90, le degré d'islamisation du pays n'était pas celui d'aujourd'hui. Et en réalité, la colonne vertébrale d'Emmanuel Macron, sur laquelle s'interrogeait Olivier d'Artigol il y a un instant, moi je la connais, c'est la peur. Il a peur qu'en allant à cette manifestation dont d'aucuns disent que ce n'est pas une manifestation contre l'antisémitisme, mais une manifestation pro-israélienne, parce que tout est enrobé, eh bien, en fait, Emmanuel Macron a peur de participer à cette manifestation qui donnerait, pour le coup, selon lui, ce qui est d'ailleurs au demeurant assez dédaigneux, c'est exactement le même calcul que fait la France insoumise, en pensant que tous les musulmans ne partagent pas la lutte contre l'antisémitisme. Donc, en fait, il s'abstient d'y aller, parce qu'il considère qu'y aller, ça serait donner un signal, d'adhésion au quartier et aux zones de non-France, que les zones de non-France n'accepteraient pas et qu'il pourrait, à ce moment-là, mettre de l'huile sur le feu et mettre le feu aux poudres. Donc une stratégie électoraliste, même s'il ne se représentera pas, évidemment, aux prochaines présidentielles, politique. Exactement, et je pense que cette fracturation du peuple français en deux, c'est aussi ça qui dicte la position d'Emmanuel Macron à l'étranger. Donc notre perte de souveraineté, la perte de souveraineté du président de la République, elle est à la fois à l'extérieur, mais aussi en interne. Il faudrait des sanctions. Il faut des sanctions, mais si vous voulez, Parce qu'il y a une forme d'ironie aussi dans ses propos. On a l'impression qu'il s'amuse en disant ça. Sur le fond, si vous voulez, depuis le 7 octobre, on compare beaucoup la situation actuelle avec le totalitarisme nazi et ses suppôts. Moi, je crois que la France insoumise, ce sont aujourd'hui les néo-collaborationnistes du totalitarisme nazi. En disant cela, et il faut aller lire ce qu'écrit David Guiraud sur son fil Twitter, de même d'ailleurs que des personnes comme Thomas Porte. Ils sont devenus les petits télégraphistes du Hamas. C'est toute proportion gardée, le Marcel Déat et le Jacques Doriot du collaborationnisme islamique. C'est exactement sans le talent. C'est exactement la même phraséologie. Si vous faites un petit peu d'histoire comparée et de discours politique comparé, c'est exactement la même phraséologie que celle que tenaient les pires collaborationnistes entre 40 et 44. Si vous remplacez juifs, en tout cas Israël par juif, et si vous remplacez Hamas par Allemagne nazie, vous retrouvez presque mot pour mot exactement le même discours. Donc évidemment, ce qu'on n'a pas toléré il y a 80 ans, ce pourquoi des gens ont été traduits devant des cours martiales pour haute trahison, je ne vois pas pourquoi on devrait le tolérer aujourd'hui, si vous voulez. C'est un petit peu paradoxal, Jean Messia, en effet, avec en plus demain, donc l'absence de LFI, et le fait que beaucoup se pincent le nez parce que le Rassemblement national va participer à cette manifestation demain, à cette marche demain. C'est-à-dire que je ne comprends pas très bien l'attitude de la France insoumise, enfin qui la comprend. Quand la France insoumise participe à cette marche soi-disant pour la paix, on ne voit toujours aucun drapeau israélien dans cette marche. Jusqu'à nouvel ordre, pour faire la paix, il faut être deux. Donc là, on ne voit que des drapeaux palestiniens. Donc la réalité, c'est que c'est une marche, non pas pour la paix, mais en soutien au peuple palestinien. Et je dirais, ça c'est à la limite, c'est acceptable, mais je dirais plus que c'est une marche pour le Hamas, en soutien au Hamas, parce que c'est une marche pour Gaza. Et donc Gaza étant tenu par le Hamas, c'est une marche pour le Hamas. D'ailleurs, la France insoumise, comme je le disais tout à l'heure, est devenue, le porte-parole, enfin en tout cas la LFI est devenue le porte-parole du Hamas en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la marche contre l'antisémitisme demain, je ne vois pas pourquoi la France insoumise s'abstient d'y aller. Leur position eût été équilibrée et ils auraient peut-être pu se prévaloir d'un équilibre si, en organisant et en participant à cette manifestation soi-disant pour la paix, ils se seraient joints
à la manifestation de demain. Et là, ils auraient pu dire, vous voyez, on est de toutes les causes et on participe à toutes les causes et on n'a pas de parti pris. Or, le parti pris là est manifeste. Ils sont du côté du Hamas, du côté de la propagande du Hamas, et ils ne veulent pas s'associer à ce qu'ils considèrent être comme une manifestation pro-Israël. Mais je vais vous dire, Lionel Rousseau, le problème, c'est que l'antisémitisme, encore une fois, la lutte contre l'antisémitisme devient la ligne de fracture, devient un révélateur identitaire en France. C'est-à-dire qu'il y a une France qui est totalement rétive, allergique à l'antisémitisme depuis des décennies et ne supporte pas qu'on puisse marquer des étoiles de David, etc., et des agressions antisémites. Et il y a toute une France pour laquelle l'antisémitisme n'est pas une question comme nous la considérons nous. C'est-à-dire ils sont très décontractés et très décomplexés avec ça. Des gens d'autres cultures qui n'ont pas le même rapport historique avec l'antisémitisme que la France. Et donc tout ça explique aussi pourquoi il y a autant de divisions sur une question qui devrait être consensuelle. Cela veut dire que le Rassemblement national n'est pas ou n'est plus le Front national. C'est ce que semblent oublier peut-être les détracteurs du Rassemblement national aujourd'hui, en brandissant en permanence effectivement les relents du passé, Jean Messia. Moi, vous savez, je pense moins au Rassemblement national qu'à ses électeurs. Les électeurs du Rassemblement national, c'est 13 millions de Français. 13 millions de Français. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Que vous avez en France 13 millions d'antisémites qui puent des pieds et auprès desquels il ne faudrait pas manifester. Mais comment le prennent ces gens ? Tous ces progressistes qui nous donnent des leçons de tolérance, d'humanisme, de respect, de vivre ensemble, comment peuvent-ils en fait ostraciser, et qui sont-ils pour ostraciser 13 millions de Français enfin ? En plus, qui organise la manif ? Ceux qui organisent la manif, ce sont à la fois la droite qui a gouverné la France pendant 40 ans et également une partie de la gauche qui a co-gouverné la France pendant 40 ans. N'est-ce pas à ces partis-là que l'on doit la situation à laquelle on est arrivé, ce capharnaüm de haine multiple qu'est devenue la France aujourd'hui ? Qui a introduit le loup dans la bergerie à nouveau, le loup de l'antisémitisme ? Qui a réveillé la bête immonde par une politique migratoire délirante, par un droit du sol incroyable, invraisemblable, et par une politique de naturalisation ubuesque? Qui a réveillé l'antisémitisme ? Donc ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, après avoir tout fait pour réveiller la bête immonde de l'antisémitisme, se drapent des oripeaux de la lutte contre ce qu'ils ont provoqué, en ostracisant des gens qui, pour le coup, eux, n'ont jamais gouverné la France. Mais on est chez les fous. Imaginez qu'en août 1944, vous avez tous les ministres de la collaboration qui veulent remonter les Champs-Élysées en excluant les gaullistes et la résistance. Et les communistes. Et les communistes. Vous l'avez oublié. Donc non, mais quand je dis la résistance, c'est protéiforme. Voilà ce que ça... Là, c'est cette image-là de ceux qui paradent en tête d'un phénomène, non seulement qu'ils ont contribué à installer, mais dans lequel ils coopèrent et collaborent tous les jours. C'est exactement, toute proportion gardée, le même tableau. Je crois que compte tenu des résultats de leur politique et de la haine qu'ils ont ravivé et rallumé un antisémitisme d'un autre âge, je pense qu'ils auraient mieux fait de se faire discrets et de respecter toutes les sensibilités politiques. Le président veut rattraper le coup parce qu'il a annoncé prématurément, sans doute, qu'il ne participera à cette manifestation. Mais la dimension universaliste de cette journée, de cette mobilisation, doit être rappelée. Oui. Ce que dit l'imam Chalgoumi, c'est là aussi frapper du coin du bon sens. Oui, moi je pense que ça doit être l'imam, une personnalité comme l'imam Chalgoumi, vous voyez, qui gère l'islam de France. Parce que c'est un des rares, sinon le seul imam, dont le discours soit sans ambiguïté pour la République et pour la France. Et pour la paix. Et pour la paix. Voilà, je pense que la vision que développe l'imam Chalgoumi de l'islam est une vision compatible avec nos valeurs, compatible avec la France, une vision de l'islam qui est un islam discret, qui est un islam spirituel, qui n'est pas un islam exhibitionniste, qui n'est pas un islam revendicatif, qui n'est pas un islam suprémaciste et agressif. Et je pense que le pays, dans le contexte actuel d'exacerbation alter-identitaire, je pense que le discours de l'imam Chalgoumi a une très grande importance. Par contre, là où je m'interroge, c'est que l'imam Chalgoumi est sous protection policière, voyez-vous.
Parce qu'il prend des risques par rapport à certains membres de sa communauté en s'exprimant de cette manière-là. Exactement, mais pourquoi si effectivement sa communauté était majoritairement, comme je l'entends souvent derrière lui, il ne devrait pas être protégé. S'il est protégé, c'est peut-être que les choses sont plus complexes que ça. Et il y a aussi toute cette communication. Il y a la communication d'Emmanuel Macron, il y a la communication du Hamas et également, qui est une communication qui fait parfois un peu basculer ou nettement basculer une partie de l'opinion publique, Jean Messia, sur ce conflit. Oui, mais je pense à tort. Parce que vous savez, le Hamas, il ne faut pas oublier qu'est-ce que le Hamas. Le Hamas a beau se draper de la respectabilité de ceux qui ont été élus, il n'en demeure pas moins que c'est un mouvement terroriste et un mouvement criminel. Je vais vous donner un exemple. Les chiffres qui sont avancés des morts et des blessés à Gaza nous sont transmis, nous dit-on, par le ministère de la Santé du Hamas. Mais excusez-moi, le ministère de la Santé d'un mouvement qui tue, éventre, viole, kidnappe, décapite, met des enfants dans des fours. Ils ont un ministère de la Santé. Mais alors il sert à quoi ce ministère de la Santé? À soigner? Pas ceux qui le tuent en tout cas. Donc comment voulez-vous qu'un tel mouvement qui a perpétré des crimes aussi abominables, aussi historiques, s'agissant d'Israël, comment voulez-vous qu'on accorde une quelconque crédibilité aux informations et aux chiffres qui sont donnés par un mouvement terroriste? C'est quand même invraisemblable qu'on puisse douter des informations transmises par le gouvernement israélien. Mais excusez-moi, Israël est une démocratie. Il y a même des journaux de gauche en Israël. Des journaux de gauche qui ont appelé à des manifestations contre le pouvoir israélien. Si le gouvernement israélien ou si l'armée israélienne diffusait des fausses informations, je peux vous dire qu'à l'intérieur d'Israël, il y a tout un tas de catégories de professions et de catégories politiques qui se seraient empressées de les dévoiler. Ce qui n'est pas le cas du Hamas, puisque le Hamas, si vous parlez contre, vous êtes tué. Là, c'est clair. Donc c'est comme n'importe quel mouvement totalitaire, évidemment que leurs informations, leurs chiffres, leurs données sont sujettes à caution pour le moins. À Lyon notamment, où un lycée a été visé par de nombreux tirs de mortier, juste une petite prolongation de notre débat, Jean Messia, sur les propos et sur l'interview que le président, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a accordé à la BBC et qui exhorte donc Israël à cesser les bombardements sur la population civile de Gaza. Écoutez, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas l'habitude de citer Jacques Attali, que tout m'oppose sur le plan politique à lui, mais il répond au président de la République, puisqu'il dit « Question simple, aurait-il fallu cesser les combats entre l'Allemagne nazie, la laisser exister, faire fonctionner les camps de la mort et prospérer à travers les siècles pour ne pas prendre le risque de toucher un seul civil allemand ?» Voilà la question que pose Jacques Attali à Emmanuel Macron suite à ses déclarations. Donc je pense que c'est assez clair. Et Jacques Attali, donc on ne peut pas suspecter d'être hostile à l'idéologie d'Emmanuel Macron, c'est même l'une de ses infrastructures. Donc ça pose question. Rapidement, oui, les déclarations de Joe Biden, si vous voulez, doivent être quand même relativisées par le fait qu'il envoie deux des plus gros porte-avions de l'armée américaine sur place, prêts à faire la guerre, y compris à l'Iran. Donc vous savez, il faut quand même... voilà. Pardon ? Et au Hezbollah. Et au Hezbollah. Donc bon, Joe Biden, encore faut-il qu'il se rappelle de quelle année date le 11 septembre, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que bon, on obtient, comme disait l'autre, plus de choses en étant poli et armé qu'en étant poli tout court. Or là, Biden, il est poli et armé, donc est prêt à faire la guerre. Donc les déclarations, on va dire pacifistes, doivent quand même être relativisés à l'aune du rapport de force sur le terrain. Sur cet ensemble, ce paquet cadeau que je vous propose sur cette semaine quand même assez tendu dans le cadre du périmètre scolaire ou de l'enseignement, entre cette attaque au mortier, on ne peut pas dire autre chose, ces menaces encore contre des professeurs qu'on veut égorger, et puis également ce professeur, à l'inverse, qui diffuse des messages antisémites. On marche sur la tête, là aussi, avec le système scolaire. C'est-à-dire tout ça est lié, je pense que ce ne sont que des épisodes, des énièmes épisodes de l'ensauvagement de notre pays par certaines immigrations, il faut le dire, parce que ce ne sont pas des Kevin et des Matteo, n'en déplaise à Gérald Darmanin, qui font ce genre d'actes et qui tirent sur les uns et sur les autres et sur leur établissement au mortier. Voilà, nous avons effectivement en France une sorte de tumeur alter-identitaire qui chaque jour agresse, qui chaque jour... viole, vole, frappe, poignarde, lance des mortiers, harcèle nos forces de l'ordre. Voilà. Et donc, tant qu'on n'aura pas traité le mal à la racine, et ça commence évidemment
par la fermeté de la justice. Parce que à chaque fois, si on a une justice laxiste, on ne peut pas, si vous voulez, d'un côté, ne rien faire contre l'immigration et l'afflux de certaines immigrations en vous disant qu'on est pris par les traités, etc. On ne peut rien faire, donc nos frontières sont ouvertes. On peut rien faire non plus pour punir les gens qui mettent le bazar et qui commettent des illégalités, des actes de délinquance et des actes de criminalité, parce que vous comprenez, il faut comprendre que ce sont des gens qui sont des victimes, etc. Si à chaque étape où on peut mettre un cran d'arrêt à la dynamique d'ensauvagement dans notre pays, il y a un renoncement, il y a une capitulation, il y a une soumission, eh bien il ne faut pas s'étonner que tous les jours, nous ayons ce genre d'épisode. Ces gens-là risquent quoi ? Le cran d'arrêt qu'il faut apposer peut-être, Olivier d'Artigol, au-delà de l'immigration, qui est le sujet préféré, on l'a bien compris évidemment, de Jean Messia. Non, mais c'est la réalité. Vous avez raison, puisque vous ramenez à chaque fois cette thématique sur... Vous voulez qu'on parie et qu'on voit les profils ? Écoutez, moi je ne les connais pas, les profils. Vous les connaissez ? Moi je les connais, oui. Très bien. Donc ce sont tous des gens qui sont originaires musulmanes. Quand on parle de l'immigration, Lionel Rousseau, c'est à la fois... Vous connaissez les profils de ceux qui ont commis alors qu'il y a une enquête en ce moment. Vous êtes au cœur de l'enquête, Jean Messia. Je vais vous expliquer. Ah, d'accord. Quand on parle d'immigration, dans l'immigration, il y a des gens qui sont devenus français, encore une fois, par le délirant droit du sol et droit de la naturalisation. Oui, mais vous avez ensuite, vous avez des immigrés qui sont... Ensuite, vous avez des immigrés qui sont des immigrés légaux, qui ont des cartes de résident, et ensuite, vous avez des immigrés clandestins. Donc tout ça, mais les fauteurs de troubles dont on parle, vous les connaissez ? Vous connaissez leur identité, leurs origines ? Écoutez, c'est très facile à voir, non ? Le tir de mortier, vous savez... on les voit, les origines. Vous savez, on m'a fait le même coup pour le Stade de France. Parfait. On m'a fait le même coup pour le Stade de France. Ne faut-il pas sanctionner, on a prétendu que c'était britannique. leurs origines ?